procédure dans l'affaire Bassirou Faye, de la traque des biens mal acquis ensuite. Enfin, nous parlerons de la tournée économique du chef de l'État. Balé Préra, un projet de changement de constitution a été à l'origine de la chute de Blaise Compaoré. Peut-on dire que c'est la même chose qui s'est passée au Sénégal le 23 juin, comme de quoi ont eu à faire cette comparaison? Merci Omar, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation à cette émission de qualité prestigieuse dans votre radio et saluer tous nos auditeurs et auditrices. Oui, la comparaison peut tenir parce que beaucoup de manifestants même l'ont répété lors de ce 30 octobre. Ils se sont en partie inspirés de l'exemple du Sénégal qui le 23 juin 2011 a dit non à une modification de la Constitution pour un ticket présidentiel. Donc on peut dire que cela a fait tache d'huile au niveau de nos voisins d'Afrique de l'Ouest, les Burkinabés, dans ce pays qu'on appelle le pays des hommes intègres. Pour dire que de plus en plus les populations sont éveillées, elles sont très critiques par rapport à la gouvernance de leur pays, elles n'acceptent plus ce qui était acceptable il y a 10-15 ans. Si vous vous rappelez, Blaise Compaoré, le président sortant, a eu à le faire en 97, en 2000. Il n'y avait pas toute cette fronde, cette bronca qui a amené son départ du pouvoir. Donc il faut dire que les Burkinabés se sont largement inspirés de l'exemple du Sénégal pour dire non avec ce concept de balai citoyen, c'est-à-dire essayer de balayer les ordures entre guillemets politique, si on peut s'exprimer ainsi, parce que 27 ans de pouvoir, d'un pouvoir très fort, pour ne pas dire même autocratique, ça suffisait, il fallait y mettre un terme, ils l'ont fait. D'accord. Selon l'opposition, cette comparaison est trop tirée par les cheveux parce qu'au Sénégal, contrairement au Burkina Faso, il y a bel et bien eu élection. Oui, il y a eu élection, mais vous vous rappelez toute cette discussion qu'il y a eu sur la possibilité pour le chef de l'État d'avoir, sortant Abdoulaye Wade, d'avoir un troisième mandat ou non. Donc le débat se posait à ce niveau. On peut dire que ça a été plus ou moins une résultante de ce débat politico-constitutionnel qui a abouti à ce rejet de cette modification parce que beaucoup pensaient que c'était un peu un camouflage pour d'autres objectifs politiques. Mais le fait de stationner devant l'Assemblée nationale, le fait de contraindre les députés et ensuite le gouvernement à retirer le projet de loi qui visait à modifier la Constitution, c'est la même chose qu'il y a 3 ans au Sénégal. Ça, la comparaison ne souffre d'aucune ambiguïté. D'accord, c'est l'armée burkinabé qui se retrouve à la tête du pouvoir après avoir dissous le gouvernement et l'Assemblée fondamentalement. Est-ce que quelque chose a changé au Burkina? Oui, on est en train d'assister à une sorte de récupération maladroite d'une lutte. Parce que c'est le peuple, c'est pas l'armée qui a mis fin à cette tentative de forcing du président Blaise Compaoré. Donc c'est le peuple, la société civile, les partis politiques et peut-être l'armée, en dernier ressort, est venue s'adjoindre à ce mouvement-là. C'est pour cela même qu'aujourd'hui, là-bas, au Burkina, il y a des manifestations pour dire non à l'armée. Parce qu'ils veulent une transition démocratique et civile. Parce que Blaise Compaoré, si vous vous rappelez bien, c'était un militaire. Il avait pris le pouvoir déjà en 83 avec Thomas Sankara avant d'éliminer son compagnon, le révolutionnaire Thomas Sankara. Donc ils ont plus ou moins marre, entre guillemets, de ce pouvoir militaire. Donc ils veulent une transition démocratique et civile parce que c'est plus sûr. Rien ne prouve que si les militaires restent au pouvoir, ils vont donner. Maintenant, je pense que ça va être très très compliqué pour les militaires d'avoir une transition longue. Même s'ils parvenaient à conserver le pouvoir, ça ne pourrait pas durer. Et même l'Organisation des Nations Unies, la communauté internationale de manière générale, est en train de mettre la pression sur le lieutenant-colonel Zida, ainsi que tous les militaires qui gèrent la transition pour les pousser à lâcher le pouvoir et à donner cela aux civils. Mais maintenant, la difficulté, à qui donner le pouvoir si ce ne sont les militaires? Parce que
si ça devait Parce être le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui demande qu'on leur donne le pouvoir, ou la société civile. À partir de quelle légitimité? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, Kaboré est plus légitime que Djabiré? C'est difficile pour le Burkina. C'est une situation totalement confuse. Hein? Maintenant, je pense qu'avec des discussions, l'idéal, c'est qu'il y ait vraiment la paix, qu'il n'y ait pas de débordement qui puisse enflammer ce pays, parce que les mémoires sont encore les souvenirs sont encore très frais dans les mémoires. La Côte d'Ivoire est à côté, qui a connu des troubles politiques importants, qui ont fait reculer ce pays. Je pense que le Burkina ne mérite pas de sombrer dans la violence. Et on peut se réjouir qu'il n'y ait pas autant de débordements de violence, même s'il y a eu quelques morts qu'il faut toujours regretter. Mais je pense qu'actuellement, il faut beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions. Il faut que la communauté internationale en fasse davantage, parce qu'on ne l'a pas suffisamment senti quand Blaise Compaoré voulait faire son forcing. C'est peut-être après la décision du peuple de prendre son courage à deux mains et de refuser ce hold-up, ce forcing, qu'on a senti quelque peu la communauté internationale revenir pour rappeler des principes. Mais je pense que le moment est venu de s'engager pour que le Burkina ne sombre pas dans la violence. Maintenant, ça va être extrêmement difficile. L'armée est consciente qu'elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Parce que côté sénégalais, par exemple, du côté du gouvernement du Sénégal, on préfère garder une certaine neutralité diplomatique. Par très rapport compliqué, à cette très affaire. compliqué. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Parce qu'il y a eu des propos qui ont été prêtés au chef de l'État dans la démentis presse, par le propos qui ministre ont des été Affaires étrangères. démentis après. Est-ce que c'est l'attitude qu'il faut actuellement, une certaine neutralité? Bon, on ne peut pas dire qu'il y a une certaine neutralité du gouvernement, parce que, quoi qu'on dise, le gouvernement est membre de la CEDEAO, membre de l'Union africaine. Ces organisations ont donné leur position sur cette affaire. On peut partager ces positions comme on peut ne pas les partager. C'est des positions plus de principe. Il n'y a pas eu cette pression forte sur ce président burkinabé pour l'empêcher de faire son forcing. Pour revenir au cas du Sénégal, c'est difficile, hein, parce qu'il y a des positions diplomatiques qu'il faut savoir sauvegarder, parce qu'on sait le rôle que jouait le président Blaise Compaoré, qui n'hésitait pas d'ailleurs à faire la médiation les médiateurs, les facilitateurs au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui avait plus ou moins de bonnes relations avec tous les présidents d'Afrique de l'Ouest, y compris le président Macky Sall. Les présidents étaient plus ou moins gênés de condamner, même si on a lu dans la presse, je pense de vendredi, que le président Macky Sall a eu à lui demander de reculer. Ça a été démenti par le secrétaire d'État à la communication dans nos zones Yahambaye. C'est ça. Pour dire que, quoi qu'on dise, même le président Hollande aussi a eu à écrire une lettre pour dire au président burkinabé de ne pas forcer, et il lui aurait même proposé de le soutenir pour un poste au niveau international. Pour dire que c'est des situations compliquées. Hein. Un président n'a pas cette totale marge de manœuvre dans les questions diplomatiques, mais je pense que les partis politiques au Sénégal, la société civile ont joué leur rôle. Les partis politiques auraient pu jouer un meilleur rôle dans la dénonciation de ce qui se passe là-bas au Burkina Faso. On a senti une certaine prudence, hein, mais je pense que la situation au Burkina Faso était confuse, et je pense que les gens ont suffisamment dit, notamment la société civile. On a entendu les Yanamar, les rappeurs comme DJ Awadi dénoncer ce qui se passe là-bas. Vraiment, c'est des choses qui n'honorent pas l'Afrique. Il faut vraiment sortir de ce tunnel de la dictature, des personnes providentielles. On n'a plus besoin de présidents providentiels, des messies politiques, il n'en existe plus. L'exemple de l'Afrique du Sud est là. Mandela a eu à faire un seul mandat. Son nom restera jamais gravé dans l'histoire. Il y a des gens qui ont fait 30 ans. Ils sont sortis de manière malheureuse. Blaise Compaoré aurait pu réussir sa sortie. Son entrée était très mauvaise parce que, issu d'un coup d'État sanglant, il aurait pu négocier sa sortie. D'accord, nous sommes en ligne avec Maître Hassan Diomonia. Maître, bonjour. Oui, bonjour.
Maître, avant de parler de l'affaire Bassirou Faye, j'aimerais que vous donniez un peu votre avis par rapport à ce qui se passe actuellement au Burkina Faso où le colonel Zida a été désigné pour occuper la tête du gouvernement, la tête de l'État en tendant. Oui, je dois dire que je fais parfaitement l'analyse de M. Balaprera et je pense qu'il est temps que les dirigeants politiques africains se hissent au niveau des masses. Il faut qu'ils soient au même niveau de conscience politique, de conscience citoyenne, en tout cas qu'aujourd'hui, les citoyens de leur peuple. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était. Nous avons vu déjà la chute du mur de Berlin, nous avons vu le printemps arabe, et tout ça était des signes précurseurs qu'on ne pouvait plus aller à l'encontre de la volonté des masses. Et que désormais, toute légitimité doit être fondée sur l'expression populaire. Et on ne peut pas, à partir des officines présidentielles, des laboratoires présidentiels comme on a voulu faire au Sénégal en 2012, planifier des scénarios, les mettre en œuvre à l'encontre de la volonté du peuple. Et je pense que le Blaise Compaoré, qu'on a toujours décrit comme un stratège à tout point de vue, je pense, a été obnubilé par la conservation du pouvoir au tel point de se méprendre sur la force de frappe de son peuple. Et aujourd'hui, il paye les pots cassés. Donc, on peut le regretter, c'est dommage pour l'Afrique, mais d'un autre point de vue également, je pense que c'est un exemple encore à l'image de ce qui s'est passé au Sénégal pour les autres présidents, de savoir qu'il leur faut beaucoup de lucidité et que le pouvoir n'est pas une fin en soi. On accède au pouvoir pour satisfaire les aspirations profondes de son peuple, mais nul n'a le monopole de la vérité dans une démocratie. Quand on aura fait un certain nombre d'années, il faut laisser la place aux autres et je pense que ça, les présidents qui sont dans les mêmes dispositions vont réfléchir encore. Maître, je disais que fondamentalement, qu'est-ce qui a changé si l'on sait que c'est le colonel Zida, un militaire qui est à la tête du pouvoir. Est-ce qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas mettre à la tête du pouvoir au Burkina un membre de la société civile ou de l'opposition, ou c'est le meilleur scénario? Non, je pense que c'est transitoire. Il fallait quand même que l'armée prenne le pouvoir parce qu'on ne pouvait pas laisser un vide juridique. Mais je pense que les médiateurs des Nations Unies, de l'Union africaine, tout le monde est sur place pour voir rapidement avec l'armée comment organiser une transition très rapide, mais une transition civile. Et on est d'accord qu'il ne faut pas que cela ait la connotation d'un coup d'État. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est un coup d'État. C'est le fruit de la lutte populaire, de la lutte des masses burkinabées. Il faut que l'armée, le temps que M. Compaoré quitte, évidemment prenne le pouvoir. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Mais il faut très rapidement aller vers une transition civile et surtout respecter l'ordre constitutionnel burkinabé. En cas de vacance du pouvoir, il y a des dispositions constitutionnelles qui sont là. Et je pense que c'est l'objet des négociations en cours. Et de toutes les manières, aussi bien l'opposition que la société civile se sont prononcées de façon claire. Il n'est pas question que l'armée assure cette transition. Parce que c'est risque. Le Burkina n'a presque jamais connu depuis longtemps un pouvoir civil. Donc aujourd'hui, laisser encore les militaires, c'est les pousser à l'accoutumance du pouvoir encore, et il n'est pas évident qu'ils fassent la transition très rapidement, et je pense qu'on a compris le danger de ce point de vue. D'accord, maître, sans transition, parlons à présent de justice. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Bassirou Faye, l'étudiant tué à l'ICAD. Le juge instructeur a décidé d'étudier aussi la piste du suspect désigné par le témoin oculaire. Pour en parler, maître Hassan Diomaniaï, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, ce qui s'est réellement passé, c'est que on a compris depuis longtemps, depuis l'affaire le bateau Le Diola, en passant par l'affaire Balagaï, que dans ce genre de dossier, il ne faut jamais laisser l'initiative au procureur de la République. Non pas que le procureur ne veuille pas que la lumière éclate, mais nous savons que c'est des dossiers extrêmement sensibles et qui souvent font intervenir ce qu'on appelle la raison d'État. Souvent, le procureur a les mains liées. Donc, il faut mettre en œuvre un certain nombre d'autres leviers, telle la constitution de partie civile. Et ça permet aux juges, en dehors du réquisitoire de M. le procureur, qui souvent vise une piste déterminée, d'envisager d'autres pistes. Donc, quand M. le procureur a fait son réquisitoire
basée essentiellement sur l'inculpation de M. Tombon Wali. Dès lors que cette piste, en tout cas cette voie ne nous satisfaisait pas, nous avons immédiatement déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X. Et là, si le juge ordonne la consignation comme il l'a fait par rapport à cette constitution, ça lui permet d'instruire également par rapport à cette plainte qui a été déposée par la famille. Et ça ouvre beaucoup de perspectives et ça permet également à la famille de mettre sur la table un certain nombre d'éléments objectifs qui sont à sa disposition et qui permettent au juge d'investiguer de la façon la plus large, de la façon la plus objective qui soit. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire que le juge a la latitude d'instruire son dossier, aussi bien par rapport à la plainte de M. le procureur que par rapport à la plainte déposée par la famille. Maître, doit-on s'attendre à une nouvelle arrestation? Oui, on ne peut pas présager ou préjuger en tout cas de ce que le juge fera, mais de toutes les façons, par rapport à la plainte de la famille, nous avons mis sur la table un certain nombre d'éléments très objectifs, très clairs, qui vont certainement obliger les juges à prendre un certain nombre de mesures. Parce que quand un témoin oculaire vient devant le juge pour dire j'ai reconnu le meurtrier, donne les dispositions et dit que je l'ai reconnu pendant l'opération de reconnaissance pendant l'enquête, le juge ne peut pas ne pas manquer de convoquer cette personne. Et ça, c'est évident. Donc, on peut s'attendre à des développements très rapides dans cette affaire. Maître Seth Diagne a été désigné comme celui qui peut beaucoup aider pour la manifestation de la vérité. Est-ce que, le concernant, des mesures spéciales ont été prises par la justice, comme oui, le fait de toute façon, le protéger? Nous avons déjà, Amnesty a écrit au président, au ministre de la Justice, et d'autres voix se sont élevées pour demander à ce que des mesures de protection soient prises à son encontre. Et lui-même, je crois, il a déjà pris un certain nombre de dispositions parce qu'il est conscient du danger qui pèse sur lui à partir du moment où il semble être celui qui désigne des personnes nommément, en tout cas de par la description qu'il donne, et qui peuvent être des présumés auteurs de cet acte. Et je pense qu'à partir de ce moment, il est important, et c'est l'occasion de le rappeler à travers votre tribune d'aujourd'hui, il est important que des mesures de protection soient prises pour M. Seth Diagne, pour que sa vie soit sauve et pour qu'il puisse témoigner aussi pendant l'enquête en cours qu'au moment de l'audience, si cette audience devrait se tenir. Maître Hassan Dioma Ndiaye, merci. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille de Bassirou Faye. Vos réactions par rapport au propos de Maître Hassan Dioma Ndiaye, Balé Prera, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une réelle volonté de l'autorité de, comment dirais-je, faire de toute sorte que la lumière soit faite dans cette affaire? Vraiment, moi, je me réjouis fondamentalement de cette nouvelle piste, de cette nouvelle source d'information ouverte par le juge d'instruction Omar Ossemou Diouf. Donc, ça lui permet de mieux instruire son dossier. Parce que s'il s'en limitait simplement à la piste Tombon Wali, la famille, l'avocat de la famille a parlé, Maître Hassan Dioma Ndiaye, on pourrait parler d'enquête orientée. Maintenant, s'il décide d'ouvrir une seconde piste, il élargit la perspective. Il se donne une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour que la vérité puisse avoir le maximum de chances d'être établi dans cette affaire-là. Parce que c'est un dossier important, chaud. Il ne faut pas qu'on arrive à une erreur judiciaire. Et le fait d'avoir accepté la consignation par la famille du défunt, de se constituer également partie civile dans cette affaire, est une excellente nouvelle qu'il faut saluer. Parce que, comme on le dit en droit, le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Il n'a pas les yeux rivés vers une destination. Il peut regarder là où il veut pourvu que la vérité puisse éclore dans cette affaire-là. Je pense que c'est une excellente chose qu'il faut saluer et c'est de chercher toutes les informations, y compris celles fournies par le témoin oculaire, Seth Diagne, qui dit avoir reconnu le policier qui a tué. Selon ses témoignages, ce serait un policier de taille moyenne et de teint clair, différent selon lui du suspect pointé par le procureur. Je pense que c'est une bonne chose. Personne ne peut lui nier ce rôle-là parce que
beaucoup de gens peuvent penser que le procureur, c'est lui qui fait la justice. Non, le procureur est une partie au procès. Il représente, comme on le dit, la société. Il accuse, il poursuit, mais il ne donne pas la justice. Il ne rend pas la justice. C'est une partie au procès qui dépend du ministère public. Le juge d'instruction maintenant qui, muni de tous les dossiers de cet élément, peut vraiment faire toute la lumière. S'il pense qu'il y a suffisamment de charges par rapport au suspect, il renvoie le dossier en jugement. S'il pense que les charges sont insuffisantes, il classe le dossier en donnant un non-lieu. Je pense qu'actuellement, on n'a pas le droit de s'inquiéter outre mesure. Les étudiants, la famille de la victime, tous les Sénégalais peuvent se rassurer, essayer de donner confiance au juge instructeur Mansemou Diouf pour qu'il puisse instruire à charge et à décharge et essayer d'éclairer cette situation, parce que quoi qu'on dise, c'est une situation douloureuse. Tu es un étudiant en pleine croissance, première année, qui faisait la fierté de sa famille et qui constitue un espoir pour les siens. Je pense qu'il faut essayer de mettre toute la lumière sur cette affaire-là pour que plus jamais cela ne puisse se reproduire, surtout dans nos campus universitaires. D'accord, Balé Prera, intéressons-nous à présent. La traque des biens mal acquis, 3 mois se sont écoulés depuis l'ouverture du procès de Karim Wade, le Khalas, une association de lutte contre les injustices, en a profité pour dresser un bilan. Le président de l'association, Maïmouna Bousso, est en ligne. Bonjour Maïmouna. Bonjour Omar. Maïmouna, après 3 mois, quel bilan tirez-vous de tout ce qui a été fait par la Cour de répression de l'enrichissement illicite? Oui Omar, notre association, déjà je commence par vous passer le bonjour et puis le bonjour à M. Prera, à tous vos auditeurs. J'estime que depuis le 2 octobre 2012, à la suite de vraiment de cette traque des biens mal acquis, j'estime que, bon voilà, avec tout ce qui s'est passé, je pense que c'est le moment de faire une petite synthèse. Nous, on conçoit qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a retenu en premier, c'est vraiment la nécessité d'éduquer notre situation, notre société sur le plan civique et moral. Parce qu'on a vu beaucoup de manquements dans ce sens-là. On a constaté pas mal de violations des droits des prévenus, des détenus, des témoins. Aussi, ce que je veux vraiment insister, c'est rebondir sur le fait que le juge d'instruction, comme le parquet, devrait essayer d'être un peu plus neutre. Et en tant que maître des poursuites, il devrait enquêter à charge comme à décharge. Et là, on se rend compte que on est plus à charge et il n'y a aucun doute possible. Et nous, on se dit, si vraiment il y a le procès ouvert et qu'il n'y a aucune preuve tangible sur la place, sur la place publique et devant la barre, donc qu'on nous donne les preuves et qu'on abrège et qu'on économise l'argent du contribuable. On ne peut pas continuer une traque où le parquet spécial est convaincu, absolument convaincu que de la culpabilité des prévenus, et la preuve n'est pas démontrée, et on continue les débats, on ne sait pas jusqu'où, on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Là, on abaisse un peu notre juridiction dans des procédures théâtrales, dans tout ce qui s'ensuit. On pense vraiment que ce n'est pas positif. Aujourd'hui, cette traque ne peut pas amener le Sénégal dans une grande voie de réconciliation. Qu'est-ce que vous préconisez, Maïmouna? Vous préconisez qu'on suspende la traque ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous préconisez? Oui, ce qu'on préconise, c'est vraiment si le parquet spécial est convaincu absolument de la culpabilité des prévenus, que la preuve nous soit donnée là, maintenant, tout de suite, et que l'on donne le verdict, et qu'on abrège cette procédure. On ne peut pas, dans un pays où on a tellement de problèmes à l'université, dans le monde rural et partout, continuer une traque tellement coûteuse que l'on n'ose pas nous donner le vrai bilan de ce que ça coûte. Tous les jours, tout le monde se rend compte du volume de la salle 4 et de la climatisation qui est là, et il y a plus d'une centaine de gendarmes qui sont mobilisés, plus d'une trentaine de policiers, et tout ce qui s'ensuit, ça fait déjà 3 mois, et en 3 mois, on se rend compte que c'est notre pays qui en perd. C'est notre pays qui en perd par la fragilité de sa société, par le risque de déstabiliser, de discréditer nos institutions juridiques, parce qu'on ne peut pas, après avoir fait plus de 2 ans d'enquête, venir dans un procès où il n'y a que des témoignages qui ne sont pas fiables, on va dire, à cause de la proximité de ces gens-là par rapport aux détenus, des témoignages, certes, on nous dit les témoignages
témoins ne sont pas dans la salle, mais on sait très bien comment ça se passe dans ce pays. On n'a aucune chance de vérifier que les témoins ne se sont pas parlé au préalable avant de venir, puisqu'ils ne sont pas sécurisés, ils sont dans leur maison, donc ils peuvent très bien concorder leur déclaration. Donc si ça doit être juste des témoins qui font des déclarations, les unes les plus fracassantes que les autres, sans pour autant apporter une preuve et dire à chaque fois on n'a pas de preuve. On ne peut pas poursuivre le parquet dans sa logique de vouloir faire la liaison sur le fait que s'il y a eu un problème de traitement dans telle société, on va essayer de le transcrire dans toutes les autres sociétés sans preuve. On ne peut pas continuer une traque sans preuve. On veut que le parquet spécial, après avoir fait plus de 2 ans d'enquête, se décide à donner les preuves, là maintenant, que l'on condamne ou que l'on libère. On ne peut pas continuer avec tous les problèmes qu'on a à assister à ce procès, à assister à ce qu'on nous parle de notre ancien chef d'État. On a l'impression que c'est le procès de Maître Abdoulaye Wade. Si c'est le cas, on demande aussi qu'il soit appelé à la barre. D'accord, merci. Appelé à la barre, parce que ce sont des choses qui se sont passées au palais. Apparemment, je pense que cette affaire dépasse de loin la personne de M. Karim Wade. Il faut aussi qu'on se dise, est-ce que ce n'est pas une victime? Est-ce qu'il n'est pas victime de son rang, de son rôle de fils? Qu'on cherche la vraie vérité. Et que dans par contre, ce qu'on a aussi vraiment retenu, c'est la nécessité imminente de réformer notre système d'assistance des avocats. D'accord. Merci Maïmouna Bousso. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Khalas qui s'active dans la lutte contre l'injustice. Balé Préra, est-ce que vous nourrissez des attentes particulières par rapport à ce procès, le procès de Karim Wade? Par rapport aux attentes, je vais tout d'abord faire un peu de pédagogie. On a entendu Mme Maïmouna Bousso parler de ce procès. C'est son droit le plus absolu de dénoncer la procédure. Mais un peu de pédagogie. Actuellement, on est en phase de jugement. Le travail d'instruction est terminé. La commission d'instruction a transmis le dossier à la Cour qui est en train de juger M. Karim Wade et d'autres prévenus dans ce dossier-là. Le parquet spécial, contrairement à ce qu'elle dit, ne peut pas être neutre. C'est ce parquet spécial-là qui poursuit M. Karim Wade, qui est convaincu que Karim Wade est coupable. Je pense que c'est à la charge des avocats de M. Karim Wade de prouver que le parquet spécial a tort. Je pense qu'ils sont en train de le faire, ils sont en train de faire le travail. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à cette affaire pendante, parce que elle est en jugement, je ne peux pas trop donner des états d'âme, c'est qu'il faut que les droits de la défense soient respectés, qu'on soit dans un procès équitable, que le juge, à la fin des débats, puisse dire le droit de manière objective, sans parti pris. Laisser toute la latitude aux avocats de la défense, aux avocats de la partie civile, au parquet spécial, donner la latitude aux témoins de se prononcer. Il y a des témoins à charge comme il y a des témoins à décharge. On a entendu Kantousan blanchir Karim Wade. On a entendu El Hadj Malick Sy. On a entendu d'autres personnes. Certainement que d'autres témoins qui seront convoqués vont décharger Karim Wade. D'autres vont essayer de l'enfoncer, comme son ex-ami Cheikh Diallo, comme Cheikh Tidiane Ndiaye, entre autres. Nous suivons ce procès. Mais sur le principe, je pense que la reddition des comptes est quelque chose de nécessaire dans notre pays. Il faut que tous ceux qui ont en charge les deniers publics à la fin de leur mandat puissent faire ce qu'on appelle la reddition des comptes, mais qu'on le fasse de manière objective, qu'il n'y ait pas de parti pris. Mais on a l'impression, lorsqu'on écoute un peu les avocats de Karim Wade, qu'ils essaient toujours de dire que non, c'est pas Karim, mais c'est l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. C'est une stratégie de défense, c'est une stratégie de défense parce que le président a une certaine immunité, entre guillemets, il n'est pas poursuivi dans ce dossier-là. Renvoyer tout au président Wade, peut-être une stratégie de défense pour blanchir Karim Wade. Moi, je ne suis pas le juge, je suis juste un observateur qui regarde le procès se poursuivre, mais je pense qu'ils sont dans leur bon droit de dire que le prévenu qui est dans votre box n'est pas le bon. Mais Macky Sall a eu à dire que si la justice sénégalaise voulait poursuivre Abdoulaye Wade, il ne pourrait pas s'y opposer. Ça veut dire que ça c'est le principe, c'est le principe. Mais on sait que souvent dans notre pays, à moins que le président puisse être poursuivi pour haute trahison, souvent les présidents, ils bénéficient d'une certaine immunité.
Et je pense que même ce concept de haute trahison est tout à fait général, il n'est pas extrêmement précis. Donc, qu'il y ait des poursuites contre Abdoulaye Wade, moi je ne pense pas qu'on puisse y assister prochainement. Je pense que ça va être extrêmement difficile. Maintenant, sur le principe, rien ne l'interdit. Mais souvent, dans ce genre de choses, il faut que le parquet, c'est-à-dire le ministère public, puisse engager des poursuites. Et je ne pense pas que le président ou le gouvernement ait pris la décision depuis 2012 sur un dossier précis de poursuivre Abdoulaye. Même si récemment dans l'affaire d'ArcelorMittal, du pétrole, certains ont suggéré au président de poursuivre l'ancien président Abdoulaye Wade pour les propos qu'il a tenus, des propos très durs contre le président et son ministre de l'énergie. Mais je ne pense pas. Souvent, c'est des déclarations politiques. Je ne pense pas que ça puisse aboutir. En termes d'enrichissement illicite, de lutte contre l'enrichissement illicite, que vous inspire le bilan de Macky Sall 2 ans après son accession à la magistrature suprême? Est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi son pari? Parce que jusqu'à présent, est-ce que vous avez... Il est à mi-mars. Dire qu'il a réussi, c'est trop tôt. Mais en tout cas, il le proclame. Il dit partout qu'il travaille pour la bonne gouvernance, qu'il travaille pour lutter contre l'enrichissement illicite. Je pense que il faut noter cela, essayer de voir, le juger sur pièce, si ce qu'il dit est conforme à ce qu'il fait, et au bout des 5 ans, essayer de tirer un bilan définitif. En tout cas, il y a des actes qui sont posés, qui vont dans le sens de préserver davantage nos ressources. Il y a l'OFNAC, il y a cette cour qui a été réactivée, même si elle est dénoncée par l'opposition. Il y a juste titre, c'est son droit le plus absolu. C'est un jeu politique. Ceux-là qui sont au pouvoir essaient d'avoir l'initiative, de fatiguer un peu ceux qui sont dans l'opposition. Et actuellement, vous le savez, le PDS n'a qu'un seul agenda ou un seul point à l'ordre du jour de son agenda, c'est la libération de M. Karim Wade et compagnie. Ça les éloigne plus ou moins des autres combats politiques. J'ai entendu hier le commissaire Keïta dire sur une chaîne de télé qu'il avait adhéré au PDS, mais il s'est rendu compte que le PDS n'avait que pour combat politique la libération de Karim Wade. C'est normal, parce que Abdoulaye Wade, quoi qu'on dise, c'est un être humain. Quand son fils est incarcéré, lui, c'est le premier dirigeant de ce parti. Il doit faire tout pour sortir son fils de cette situation plus ou moins compliquée. Est-ce que vous ne vous dites pas, mais Wade, quand est-ce qu'il va se reposer? Il s'est beaucoup reposé après 12 ans, mais maintenant, Abdoulaye Wade... C'est un homme politique. Vous voulez qu'il aille dormir et laisser son fils... Parce que d'aucuns lui reprochent, en fait, ces différentes sorties, disant que non, Wade, bon, il doit se reposer, tout ça. Mais lui ne veut pas se reposer. C'est son droit le plus absolu de ne pas se reposer. S'il pense qu'il a toujours du jus, qu'il est toujours actif, qu'il a toujours suffisamment d'énergie, de force pour continuer son combat politique, je pense que c'est son droit. Pourquoi le lui refuser? Il y a d'autres présidents, d'autres hommes politiques qui ont son âge, qui continuent. Je ne pense pas que le problème de l'âge soit fondamentalement un handicap. Maintenant, bon, on pourra toujours dire que pour des raisons de courtoisie républicaine, un ancien président aurait pu aller se reposer comme Abdou Diouf l'a fait, comme Senghor, mais il y a une légère différence avec les autres présidents. Wade, on connaît son tempérament, c'est quelqu'un de fougueux, quelqu'un qui aime la bataille politique. Pendant 26 ans, pendant même qu'il était au pouvoir, il se comportait, entre guillemets, comme dit Abdou Latif Coulibaly, comme un opposant. C'est quelque chose qui le fait vivre. Fondamentalement, je ne lui reproche pas. Maintenant, j'aurais bien aimé, en tant que personne d'un certain âge, qu'il puisse un peu moins mettre la pédale, qu'il mette un peu plus la pédale douce, quoi. Mais bon, c'est son droit le plus absolu, on ne peut pas lui reprocher. Et il veut sortir son fils de ce guêpier-là, et c'est à juste titre, un être humain, il le reste. D'accord. Enfin, Balé Préra, jetons un regard sur la tournée économique du chef de l'État dans l'intérieur du pays. Certains qualifient ces tournées de Macky Sall de politique. Est-ce que vous partagez leur avis? Oui, si on veut dire politique, quelqu'un qui a l'initiative de l'action publique, politique au sens premier du terme, la gestion des affaires, c'est politique. Maintenant, si on veut dire politique, politicienne, il prépare les élections de 2017. Lui, il dit qu'il ne le prépare pas. Mais est-ce qu'on peut reprocher à un président de travailler à sa réélection? On ne peut pas le faire.
Un président de la République, c'est quelqu'un qui essaie d'avoir un bon bilan, d'être au contact. Et vous le savez, Macky Sall a essayé de faire des centaines, certains même de ses partisans disent des milliers de villages avant d'être président. Il s'est dit que la clé, c'est le contact avec les populations. Ce n'est pas parce qu'il est président aujourd'hui qu'il va y renoncer. Je pense qu'il est toujours dans la même logique. Il ne va jamais dire que c'est une tournée politique, mais on peut dire que les résultats attendus, c'est que les populations, notamment qui travaillent dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le secteur primaire de manière générale, qui représentent quelques 60 à 70% de la population active, puissent lui faire confiance au terme de son premier mandat. Sur ce plan-là, on peut dire que fondamentalement, c'est une action politique. C'est une action politique, au sens où politique veut dire... On ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas le lui reprocher. Hein? Il dit que je ne vais pas rester dans mon bureau en train de recevoir des rapports des directeurs, des ministres. Je veux aller au contact des populations. Et je pense que le thème qu'il a abordé lors de cette tournée dite économique, même si l'opposition parle de politique, est un thème fondamental. Il a parlé d'autosuffisance en riz. Parce que ce n'est pas normal que le Sénégal puisse continuer à avoir son grenier à des milliers de kilomètres de chez lui. Il est temps qu'on puisse consommer ce que nous produisons et qu'on produise ce que nous consommons. D'autres pays l'ont réussi, pourquoi pas nous? Il suffit seulement qu'il y ait une volonté politique farouche et qu'il y ait aussi une mobilisation nationale, citoyenne, au-delà même des clivages politiques. Que les gens se disent qu'à midi, je veux manger du riz de la vallée ou du riz du bassin de l'Anambé ou du riz de Djilor ou de Bandafassi ou d'une autre localité du Sénégal. Parce que ça nous fait perdre énormément d'argent. On parle de plus de 100 milliards. Certains même estiment cela à quelques 200 milliards de pertes de devises par an qui vont à l'étranger. Alors qu'on aurait pu investir cela, créer des emplois pour les jeunes, créer de la richesse avec cette chaîne de valeur. Si vous savez que dès que vous produisez, il y a un cycle vertueux. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il ne suffit pas seulement de le proclamer, de mettre en œuvre cela. Il faut le faire parce que des plans, on en a. Il y avait cela. Maintenant, il faut saluer même l'initiative de Wade à ce niveau-là. Parce que l'État aussi, c'est une continuité. Quand quelqu'un fait une bonne chose, il faut lui reconnaître. Sur ce plan, Wade a eu à poser de bons actes. Certes important, mais insuffisant, à charge pour son successeur, Macky Sall, de faire plus. Parce qu'on ne veut pas reculer, on veut avancer. L'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. Je pense que si on s'y met de manière résolue, je pense que c'est un pari qu'on peut tenir. Il y a certains qui disent que ce n'est pas tenable en 2017, mais il faut y croire. Vouloir, c'est pouvoir. Quand on n'y croit pas, on n'y arrivera jamais. Mais dès qu'on y croit, on se donne les moyens, une volonté politique, on l'a dit, une mobilisation citoyenne, qu'il y ait tous les intrants nécessaires, qu'il y ait les machines, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, qu'il y ait un circuit de commercialisation, que les gens qui produisent puissent acheminer leurs produits vers les centres où les gens achètent, ici bien à Dakar, dans les autres agglomérations et même dans les villages les plus reculés, qu'on ait ce consommer sénégalais, que ça soit plus simplement un slogan, mais un label, et à terme qu'on puisse même vendre du riz dans les autres pays, plutôt que d'importer des centaines de milliers de tonnes chaque année de Taïwan, d'Inde, d'autres pays. Cela ne peut pas continuer. Quand on veut émerger, il faut donner beaucoup d'importance à la production locale, y compris dans l'agriculture, dans l'industrie. Il nous faut aussi des usines pour produire. Parce que nous, pratiquement, n'importe tout, y compris même des brouettes, des clous, des choses que... On ne peut pas dire que les ingénieurs, les techniciens sénégalais sont incapables de produire cela. Mais il suffit de leur donner les moyens, de les aider à croire en eux-mêmes. Si cela, nous l'avons, je pense qu'on peut y réussir. D'autres pays le réussissent, pourquoi pas nous? Il faut que le Sénégalais croie en lui-même. Je pense que ce changement d'état d'esprit-là est nécessaire pour avancer. D'accord, Balé Préra, restons toujours sur cette tournée économique du chef de l'État. C'est au cours de ces sorties que le président Sall a eu à renouer contact en public avec Alioune Badara Cissé. Cela s'apparente à des retrouvailles d'après plusieurs analystes. On parle aussi d'Aminata Touré qui a répondu oui à son secrétaire général. Politiquement, Macky a, comme qui dirait, réussi à faire régner une certaine stabilité au sein de son parti de Benno. Vous voyez, il est poursuivi par la réelle politique. Qu'est-ce qui a fait perdre à Diouf? C'est le départ de Moustapha Niasse et de Djiboka,
qu'est-ce qui a fait perdre à Wade? C'est le départ d'Idrissa Seck et de Macky Sall, entre autres. Macky Sall se dit que si je ne fais pas l'unité au sein de mon parti, il y a des risques. C'est un homme politique. Je dis que, quoi qu'on dise, Mimi a eu à représenter quelque chose. Elle a été Premier ministre, très énergique. Alioune Badara Cissé, c'est un fin bretteur, un excellent communicateur. Donc, il vaudrait mieux les avoir avec soi que contre soi. La politique, comme disait l'autre, ça doit être une addition et non pas une soustraction. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Alioune Badara Cissé fait partie des avocats de Karim Wade. C'est l'avocat d'Aline Samba Diassé aussi. C'est constitué on verra la conduite qu'il va tenir après cette réconciliation. Mais tout porte à croire qu'il a réussi à les ramener dans le bercail de l'APR. De même que Mimi, on a senti cet enthousiasme de dire que je suis aux côtés du président. Alioune Badara Cissé a eu même une accolade avec le président de l'APR pour dire que vers la bataille de 2017, plutôt que d'avoir des opposants, des contradicteurs à l'extérieur que de les avoir à l'intérieur, parce qu'ils peuvent avoir une capacité de nuisance beaucoup plus importante. Et je pense que l'expérience politique d'il y a 5, 10, 15 ans est en train d'instruire le président qu'il faut essayer de... Et même, ça a été la même chose avec Benno Bokk Yakaar, la même chose avec les alliés de Macky 2012. À un moment, ils se sont plaints d'être plus ou moins largués. Et même les gens de Benno Bokk Yakaar, on a entendu Barthélémy Diaz dénoncer l'absence de concertation au sein de cette coalition. À un moment, le président a essayé de remobiliser ses troupes. Mais est-ce que cela n'implique pas des concessions, beaucoup de concessions pour Oui, en politique, il faut faire des concessions parce que vous ne pouvez pas avoir tout. Si vous demandez à votre allié d'être à vos côtés, lui aussi a des exigences. Je pense que c'est ce qui le pousse à accepter un certain nombre de choses, aussi bien avec les alliés. Et il a reconnu même que la coalition était en léthargie. Je pense bien qu'il l'a dit. Je pense que les gens de Benno Bokk Yakaar, on a senti un Ousmane Tanor Dieng devenir plus énergique, essayer d'être même un promoteur du PSE, le plan Sénégal émergent. Je pense que le président est en train de réussir au moins son coup au sein de sa coalition. Maintenant, la contradiction principale, ça va être la contradiction avec l'opposition. Les concessions, est-ce que la note ne risque pas d'être... Parce qu'il y a beaucoup de concessions. Parce que lorsqu'on avait parlé du retour d'Aminata Touré, on avait aussi évoqué la possible réactivation de la Sénat. Bon, est-ce que... concession du Sénat, concession en matière de postes qu'il faut donner, c'est des postes à ces personnes. Normalement, parce qu'on parlait du Sénat à cause de... Et vous pensez que le retour de Aminata Touré, est-ce que vous croyez qu'Aminata Touré va accepter de jouer, comment dirais-je, les seconds rôles au sein de l'APR? Bon, on verra. Je pense que Aminata Touré s'est dit militante de la première heure, ou en tout cas militante très active de l'APR. Je ne connais pas le secret des délibérations. Parce que même Macky Sall dit que les Sénégalais ont la faiblesse du commandement. Ça sous-entend quelque chose. Là, vous voulez dire qu'il parle à Aminata Touré? Oui, c'est au cours de cette rencontre qu'il a dit que les Sénégalais ont la faiblesse du commandement. Ils croient que, bon, lorsqu'ils sont quelque part, ils doivent diriger. Peut-être que Aminata Touré, en acceptant de revenir ou d'être réhabilité, a accepté de jouer les seconds rôles. Qui sait? Je ne sais pas. En tout cas, fondamentalement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la politique, c'est des concessions, c'est des négociations. Et quand vous êtes en position de force, vous négociez naturellement en position de force. Si vous êtes second, si vous n'êtes pas le leader de ce parti, vous êtes obligé d'accepter les directives de ce leader ou de sortir. Et je pense que Aminata Touré n'est pas dans cette logique. Alioune Badara Cissé n'est pas dans cette logique. Je pense qu'ils vont essayer d'accompagner le président jusqu'en 2017. Et peut-être si le président est réélu, ils pourront avoir d'autres ambitions. Mais l'opposition fera tout pour que le président ne puisse pas réussir son pari. Et c'est de bonne guerre, comme on dit. Balé Préra, place présent à notre rubrique carton vert, carton rouge. Je vais vous demander quelle est la personnalité ou le fait qui vous a le plus marqué durant cette semaine. D'abord, vous décernez un carton rouge. Bien naturellement au Burkina Faso, notamment à son président sortant, vraiment conserver le pouvoir pendant 27 ans et vouloir, et même 30 ans, certains disent que
il a commencé à gérer le pouvoir en 83 avec Sankara quand ils ont fait le coup d'État. Donc après 30 ans, vouloir s'accrocher au pouvoir, je pense que c'est quelque chose de mauvais. Et on souhaiterait que ces images-là vraiment disparaissent de notre continent pour qu'on puisse donner vraiment l'exemple aux autres pour dire que nous sommes capables de faire 2 mandats. Nelson Mandela l'a réussi. Ici au Sénégal, Senghor est parti avant le terme de son mandat. Abdou Diouf, quand il a été battu, il est parti. Abdoulaye Wade, il est parti. Je pense que d'autres pays africains, et même dans d'autres pays, il y a des exemples de ce type. Il faut essayer de vivre l'après-pouvoir, de ne pas en faire une malédiction. C'est quelque chose de normal. Je pense qu'il faut décerner un carton rouge à Blaise. Peut-être la seule note positive qu'on peut lui donner, c'est qu'il ait compris très vite qu'il ne fallait pas s'accrocher davantage, insister davantage. Le peuple avait donné son verdict. Et le carton vert? Carton vert, en tout cas, la décision des autorités de faire du Sénégal un pays, non pas émergent, mais autosuffisant en riz en 2017 me semble être une chose très importante. Ça va être une décision certes politique, mais accompagnée par les populations. Il faut qu'on y croie. Je pense qu'on peut vraiment se satisfaire de cette décision, mais que cela ne reste pas simplement à l'état de vœux pieux. Qu'on se donne tous les moyens nécessaires pour accéder à ce stade de pays autosuffisant en riz et même dans d'autres productions agricoles, industrielles qu'on puisse avoir en Sénégal qui se développent. Parce que je pense que là, j'en appelle à un consensus. C'est vrai que la contradiction politique est importante, elle fait avancer, mais à un moment, il faut savoir avoir des consensus forts sur certains thèmes qui font avancer le pays. Parce que si le Sénégal se développe, Oumar va le ressentir, je vais le ressentir, le président va le ressentir, Abdoulaye Wade va le ressentir, quelqu'un d'autre de l'opposition va le ressentir, Idrissa Seck. Donc il nous faut un consensus sur certaines questions. Je pense que là aussi c'est le président qui doit donner le ton pour qu'il y ait ce consensus, qu'il y ait moins de querelles, de tésanté politique dans notre pays, parce que on en trouve souvent, et je pense que là aussi j'interpelle les médias, nous autres journalistes, souvent nous aimons les petites querelles souvent qui ne font pas avancer. Oui. D'accord. C'est important, mais c'est pas crucial. D'accord. En tout cas, merci à vous, Balé Prera, d'avoir répondu à notre invitation. Aboubakry Mbodj s'est excusé, mais merci aussi à Mansour Dia d'avoir assuré la mise en onde de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, sur la 97.5, la meilleure des bandes FM. Kanikana bele